Bien. Bien, écoutez, nous allons reprendre notre colloque. J'ai remis quelque chose. Vous avez ici à gauche Daniel Videlier qui m'accompagne, je vais les représenter, mais vous le saurez cet après-midi parce que, et quand on parle des parapluies de Cherbourg, Daniel Videlier, qui est un ancien combattant de la guerre d'Algérie, comme votre serviteur et bien d'autres ici, a été directeur de production sur les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, hein, qui nous a rêvé, donc voilà, notre ami Daniel est là. Alors, il aura la parole cet après-midi, mais aujourd'hui, il co-anime avec moi et il sait me dire quand je suis trop bavard, ce qui est malheureusement le cas. Voilà. Je passe la parole à Lily Goudal, qui va se présenter. Et ensuite, notre ami coach Gemma Mazaoudi reviendra et on procédera aux questions après les deux interventions de nos intervenantes. Ça vous va? Très bien. Et bien on y va. Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette invitation. C'est toujours un privilège que de parler avec des témoins et des acteurs de l'histoire et aussi une nouvelle génération. C'est réunis dans une même salle, donc merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être ici. Aujourd'hui, donc, je vais traiter de la question. Ah oui, pardon, je vais me présenter. Donc, je suis historienne de l'art. J'ai fait une thèse sur les artistes, les arts visuels face à la guerre d'Algérie. Donc, la question de la représentation de la guerre pendant la guerre, mais aussi jusqu'à 2014, la question de la gestion mémorielle de la guerre d'Algérie en France et à l'international. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cinéma et de la censure de la guerre d'Algérie comme mémoire et archive du temps présent. Cinéma et guerre d'Algérie ont longtemps été associés à la censure, censure d'État, mais aussi autocensure, face à une guerre traduite en France en termes d'événements. Cependant, bien avant le déclenchement de la guerre, la mise sous silence et les conflits entourant le rapport complexe de la France face à la critique de l'Empire, puis plus tard de la gestion du passé colonial, se traduit déjà par la censure en 1953, avec ici l'exemple, sinon on va bien cacher, du film d'Alain Resnais. On en a parlé. Excusez-moi, je radote alors. Non, pas du tout. Donc je continue en essayant de... Donc avec le film d'Alain Resnais et Chris Marker, les statues meurent aussi. Une lettre du 31 juillet 1953, signée par le président de la commission de censure des films cinématographiques, rapporte en effet, je cite, que la deuxième partie du film soulève de nombreuses objections, d'une gravité telle qu'il paraît peu probable que la commission puisse formuler un avis favorable à la délivrance d'un visa d'exploitation. Le film documentaire, dont je vais vous projeter un court extrait, est une commande de la revue Présence africaine. Les deux cinéastes s'attellent ici à définir et déconstruire la catégorie d'art nègre et offrent une démonstration visuelle très critique du colonialisme. C'est un court extrait d'une minute. Faut appuyer sur la flèche. Mais ça tourne encore. On va passer l'extrait, je crois. Il faut cliquer sur la flèche. Là, il y a un petit problème. Bon, je vais continuer quand même. Ne vous inquiétez pas, moi, quand je vois les problèmes techniques de temps en temps, ça me rassure sur ce que l'homme peut encore faire. Et donc, ça me rassure qu'à 78 ans, je sers encore à quelque chose. Et quand j'ai dit l'homme, c'est avec un grand H, donc la femme. Alors, je vous enjoins à regarder le film qui est disponible sur Internet. Et je vais continuer. Donc, le film qui remporte pourtant le prix Jean Vigo en 1953 ne sort finalement
sort finalement sur les écrans français qu'en 1963, un an après l'indépendance de l'Algérie. Chris Marker écrira cette même année, à propos des statuts, je cite Chris Marker, « Ce délai de 10 ans entre la réalisation et l'autorisation permettrait au moins d'apporter une donnée concrète dans une question jusqu'alors difficile à chiffrer, de combien les pouvoirs publics retardent-ils sur la réalité ?» Le sculpteur se rattrape sur la ressemblance. Nous lui avons appris à ne pas sculpter plus loin de l'Union. Mais ce que nous faisons disparaître de l'Afrique ne compte guère pour nous en face de ce que nous y faisons apparaître. Dans des salles C'est que nous sommes les Martiens de l'Afrique. Nous débarquons de notre planète avec nos façons de voir, avec notre magie blanche et avec nos machines. Nous guérissons les Noirs de ces maladies, c'est certain. Il attrape les nôtres, c'est certain aussi. Il perd ou il gagne au change, son art en tout cas n'y survit pas. Je vais arrêter ici l'extrait parce que j'ai perdu un petit peu de temps. Au même moment, donc on est en 1963, un autre long métrage documentaire de Chris Marker, réalisé en collaboration cette fois avec Pierre Lhomme, intitulé Jolimet, sort en salle. Le Jolimet se propose de dresser le portrait de la capitale française à travers le témoignage des Parisiens en ce mois de mai 1962, soit au lendemain des accords d'Évian, également nommé par conséquent, et ce qui est rappelé au début du film, le printemps de la paix. Le silence, l'évitement ou la censure par des tiers de la parole des Parisiens interrogés sur la guerre est saisissant. 20 minutes, une vingtaine de minutes du film a été supprimée dans le montage final de 63. Mais dans cette vingtaine de minutes, il y avait un entretien avec un ancien appelé au sujet de la torture qui montre bien le malaise afférent à l'actualité politique. Et là, je vais vous montrer cet extrait. Ah oui, d'accord, ça y est. On n'a pas répété. Pour en dire, ça me surprend que j'ai pu agir de la même façon. Ah oui, alors là c'est certain. Et sur le plan individuel, ce qui est important, enfin pour l'avenir personnel de chacun, mais plus encore peut-être sur le plan collectif, sur le plan politique, il y aura cette sorte de culpabilité latente dont l'ensemble du pays ne se dégagera que difficilement. Surtout dans la mesure où l'on n'en parle pas, où l'on ne veut pas en parler, où on ne débride pas la plaie, s'il vous plaît. Dans cet extrait, donc, cette coupée au montage de 63, cet ancien appelé, dont l'entretien nous est donc révélé à la faveur de la sortie DVD en 2013 de la version restaurée du film, affirme que sur le plan politique, il y aurait cette sorte de culpabilité latente dont l'ensemble du pays ne se dégagera que difficilement, surtout dans la mesure où on ne parle pas, où on ne veut pas en parler, où on ne débride pas la plaie. Témoignage prémonitoire d'un malaise mémoriel dont les répercussions sont encore perceptibles. Je voudrais aujourd'hui vous proposer de centrer mon propos autour de la réception du film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. L'histoire de la mise sous silence de ce film et de sa réception critique internationale, et enfin de la diffusion tardive auprès du public français, semble aujourd'hui constituer une archive du temps présent dont se saisissent de nombreux artistes visuels. Réalisé donc en 1965 par Gillo Pontecorvo, dans le cadre de production algéro-italienne, le film La bataille d'Alger s'avère aujourd'hui une ressource majeure pour de nombreux artistes qui interrogent les mémoires conflictuelles et spécifiquement la gestion mémorielle de la guerre d'Algérie. Ainsi, plus de 50 ans après sa sortie polémique, les artistes internationaux investissent la fiction de Pontecorvo pour aborder la mémoire d'une guerre qualifiée de sans nom, pour faire ici référence évidemment au documentaire peut-être frontalier de Patrick Rothman, mais aussi de la question de la reconnaissance institutionnelle tardive du terme par l'Assemblée nationale en 1999, comme on l'a dit tout à l'heure.
Réactivant la mémoire d'une guerre censurée par le prisme d'une fiction elle-même longtemps interdite de diffusion en France, ces artistes entament dès lors un processus commémoratif autour d'un non-lieu de mémoire pour se réapproprier et transcender des mémoires spoliées. Chez les artistes soucieux de surmonter les actes de la mémoire, le recours de l'archive permet non seulement de pointer une histoire jugée lacunaire, mais également d'entrer en résonance avec des problématiques contemporaines héritées des non-dits, tant en Algérie qu'en France, et de ce qu'on peut considérer comme une prise de reconnaissance. Nous verrons ainsi, à partir d'analyses d'œuvres récentes, tout inscrites dans la période mémorielle, donc après la guerre, comment des artistes internationaux puissent dans cette référence ces éléments qui ouvrent une critique sociale et politique très actuelle. La guerre d'Algérie deviendrait alors presque un prétexte pour donner à voir un regard profondément ancré dans des débats sociétaux beaucoup plus contemporains, transformant alors ces archives de la mémoire en archives du temps présent. L'évocation actuelle de la guerre d'Algérie n'est pas exclusivement réservée aux artistes algériens et français, c'est ce que nous allons voir. Des artistes internationaux qui, de prime abord, ne sont pas liés directement par leur histoire individuelle à des problématiques des histoires mêlées franco-algériennes, pointent le malaise mémoriel et utilisent des images résiduelles de la guerre d'indépendance dans les œuvres contemporaines, pour marquer de la sorte la reconnaissance du film aussi de Pontecorvo à l'échelle internationale. C'est l'affiche de la bataille d'Alger. La première œuvre que je voulais vous montrer reprend donc un photogramme du film, donc c'est une œuvre de 2016 de Stefania Penafiel-Luisa, d'un regard à l'autre, hasta mañana Rebeca, espero que tu no la olvidas, qui a été exposée à Paris dans le cadre des diplômés de l'école des Beaux-Arts de Paris. Elle reprend ici un photogramme de la bataille d'Alger, qui, est, comme nous l'avons déjà rappelé, été censuré des écrans français jusqu'en 2004. Et elle propose aux spectateurs de rentrer dans une salle jonchée de cette même photographie, reproduite en milliers de fois. Je cite ici l'artiste qui dit « J'ai décomposé une seconde de cette séquence en ces 25 images fixes et en ai fait imprimer ensuite 1000 copies de chacune. La 25e image est la seule où le regard de la jeune fille se pose directement sur la caméra, en croisant ainsi celui du spectateur. » L'œuvre qui fait ici référence à une autre installation, vous voyez en haut à droite, il y a un toile à droite tout court, qui s'appelle Les yeux de Gaudete Emerita, de 1996, et qui, elle, propose de jeter au regard du regardeur le visage, les yeux d'une témoin du génocide rwandais, pour dénoncer le génocide et parler justement de ce tournant. Et donc, finalement, l'artiste Stefania Penafiel-Luisa fait une filiation directe, une référence à la fois à la bataille d'Alger, mais aussi à l'œuvre d'Alfredo Jarre, ce qui marque la dimension politique de cette œuvre proposée en 2007. L'artiste tente donc de révéler le pouvoir de l'image, image censurée par l'interdiction du film, image d'archives historiques inexistantes. Nous n'avons pas les images des causeuses de bombes dans le cadre des attentats d'Alger, mais restituée par la fiction, image fictionnelle donc, qui pourtant marque une réalité politique contemporaine. Elle semble vouloir jeter au visage du regardeur une image donc qui lui aurait échappé. D'un regard à l'autre, hasta mañana Rebeca, espero que tu no la olvidas, reprend donc ce photogramme, et fait référence directement au film dans lequel Zora Drif pose son panier avec la bombe dans le bar, le Mic Bar Weasley. Et on entend dans la bande sonore, dont je vais vous montrer l'extrait, cette chanson des Chacacas, Rebecca, et qui, si on traduit le titre, signifie « À demain Rebecca, j'espère que tu n'oublieras pas ». C'est donc un appel au travail de mémoire. Je vais vous montrer ici le court extrait. La technique.
La guerre de Valentin, les jeunes européens sont en train de danser au mix. On va le voir juste après. Et c'est le moment où elle décide de partir et de laisser la vie. Donc c'est vraiment le moment où le film bascule, l'histoire bascule. Et but. Et on va terminer avec la bataille des gens. $100. Partez, mademoiselle. Monsieur. Dommage. Voilà, c'est ça l'extrait. Et pour revenir à ce qui avait été dit tout à l'heure, le film La bataille d'Alger a l'honneur justement de la place des femmes dans la guerre. On les voit très présentes. C'est d'ailleurs elle qui fait la séquence du film. C'est cette scène-là. Exactement. Ça explose. L'artiste expose depuis la France et utilise ici des images fictionnelles, relatant une réalité historique occultée du fait d'une longue amnésie en France et dont la censure de l'œuvre de Pontecorvo représente un cas exemplaire. Le film sorti en 1966 est réalisé à partir du témoignage de Yassel Saadi, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, était un des chefs du FLN à Alger, qui lui y joue son propre rôle. Il est tourné dans les rues de la capitale du nouvel État algérien. Lauréat du Lion d'Or de Venise, le film connaît un succès international et est loué pour sa valeur presque documentaire, portant sur un conflit en mal d'image. La bande-annonce américaine en ferait presque oublier la dimension fictionnelle d'un film inspiré, certes, d'un témoignage historique, mais qui s'appuie sur l'usage. Et donc, ce qui est mis en avant pour vendre le film aux États-Unis, c'est de montrer que l'usage documentaire a même été validé par le visionnage du long-métrage par les cadres du Pentagone en 2003, ce qui relance encore une activité autour du film. Je vous montre donc ici la bande-annonce, si ça veut bien partir, qui a été diffusée aux États-Unis. Bah oui, dans le parole. Alors, ça va marcher. C'était intéressant justement par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il avait été noté qu'il y avait eu un décalage dans la mise en scène par rapport aux effets films sur le Vietnam et ce qui avait été fait en France comme production cinématographique autour de la guerre d'Algérie. Et justement, cette bande-annonce reprenait quelque peu les procédés du cinéma hollywoodien pour présenter le film. En France, la sortie annoncée en 1970 déclenche l'indignation de certaines organisations d'anciens combattants et rapatriés d'Algérie, ce qui empêche sa diffusion dans les salles de cinéma françaises, dont les directions ne peuvent assumer les menaces et le possible désordre engendré par sa diffusion. Ce qui va être intéressant dans cet extrait que j'ai pris des images des archives de l'ENA, c'est que on a à la fois donc vu au début un premier témoignage d'un ancien Naples chez Chris Marker et qu'on a pu connaître que dans les années 2010. Et ce qui était diffusé comme parole des anciens Naples à la télévision était plutôt ceci. Vous avez demandé le retrait du film La bataille d'Alger. Pourquoi? Si nous avons demandé le retrait de ce film, c'est que nous avions le sentiment qu'il était encore prématuré de passer dans les salles de spectacle, étant donné que 13 ans, ça peut paraître loin certain, pour nous c'est encore très court. Beaucoup de rapatriés ont encore à vif les blessures qu'ils ont ressenties à l'époque,
Et cela nous a semblé en quelque sorte une provocation de nous passer ce film à ce moment. Provocation pourquoi? Pensez-vous que les gens, les Français ou les rapatriés ne peuvent pas voir ce qui s'est passé? Moi, je veux bien si cette histoire n'est pas orientée, n'est pas à sens unique. Or, d'après ce que nous savons du film, d'après ce que nous avons lu, il est très nettement orienté et il fait l'apologie de certains félagas qui sont eux-mêmes les vedettes de ce film. Vous n'avez pas vu le film? Je n'ai pas vu le film, je l'ai dit. Son retrait avant. Je demande son retrait avant pour prévenir certains actes qui auraient été regrettables. Il y a eu des menaces. Certains cinémas ont déjà reçu des menaces. S'il y a eu des menaces, elles ne sont pas de notre fait, ça je peux vous en assurer. Mais connaissant bien les rapatriés, je pense qu'il ne fallait pas trop les chatouiller sur cette histoire. Nous demandons aux anciens combattants d'Afrique du Nord, d'Indochine, de Corée et de tous les tas d'opérations que nous représentons de ne pas aller voir le film La bataille d'Alger parce que nous pensons que la projection de ce film, en dehors des problèmes artistiques ou commerciaux, fait partie d'un ensemble de la chaîne de subversion contre laquelle nous luttons depuis 30 ans. Vous avez vu le film? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas encore vu le film, j'en ai eu beaucoup d'échos. La commission de contrôle des films a donné son accord pour la sortie de La bataille d'Alger, mais ce sont les directeurs de salle qui refusent de le sortir. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a refusé ce film-là, nous l'avons annoncé il y a déjà un bout de temps. On devait le passer. Il s'est trouvé devant le nombre de réclamations des associations de rapatriés, des anciens combattants de l'Afrique du Nord. C'est une question de sécurité pour le public qui fréquente nos salles, une sécurité pour le personnel de la maison. Nous avons décidé de surseoir à la présentation de ce film. Vous avez peur qu'il y ait des manifestations contre ce film? Très probablement. Vous avez reçu des menaces? Donc je vous ai entendu rire, vous avez donc noté qu'aucun des contestataires n'a vu le film. C'est les échos, ce qui m'en a été dit, c'est forcément le point de vue unique des Algériens, parce que c'est à partir donc du témoignage de Yassel Sarrati. Comme le rapporte Benjamin Stora dans l'imaginaire de guerre et les images dans la guerre d'Algérie et du Vietnam en 1997, une génération de jeunes étudiants, donc dans les années 70, qui elle n'a pas fait la guerre, issue de l'extrême gauche et de l'extrême droite, s'affrontent alors quotidiennement au quartier latin, devant le cinéma Saint-Séverin, unique salle parisienne ayant osé passer outre les menaces. Je cite Benjamin Stora. En octobre 1971, le studio Saint-Séverin, le programme en séance régulière à Paris. Les vitrines du cinéma sont brisées à plusieurs reprises. Le film est finalement retiré de la programmation et ne sera diffusé largement en France qu'en 2004. D'ailleurs, dans le cadre, en 2004 au Festival de Cannes, dans le cadre des grands classiques du cinéma français. Et après, il a été diffusé dans les salles françaises. Pour évoquer la mémoire de la guerre d'Algérie, l'artiste Denis Adams, né en 1948 aux États-Unis, a également recours aux images fictionnelles de la bataille d'Alger, dont nous avons vu la réception importante aux États-Unis. Et dans une œuvre qui va mêler avec un autre film qui, lui, est réalisé pendant la période de la guerre, mais ne traite pas justement de cette guerre, c'est-à-dire À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Dans Double Feature, il crée en effet un film qui n'existe pas, en introduisant dans les décors du long métrage de Pontecorvo des images extraites de À bout de souffle de 1960. Denis Adams place donc ici son travail sur la fine ligne de démarcation entre le réel et la fiction, ligne qu'il définit alors comme mouvante. Double feature, dont la traduction polysémique du terme feature, signifie à la fois film, personnage ou séance, joue sur la pluralité d'interprétation de l'œuvre. Film séance double en raison de la synthèse de deux films, mais aussi personnage double de Patricia Franchini, incarné à l'écran par Gene Seberg. De prime abord, le titre se réfère directement aux séances doubles proposées par l'industrie du cinéma, permettant de voir deux films pour le prix d'un ticket unique. Mais Adams allie ici directement deux narrations, deux récits qui se déroulent dans un contexte similaire, la guerre d'Algérie. Mais dans deux lieux distincts, pardon. Jane Seberg, donc Patricia Franchini dans le film de Godard, vêtue de son t-shirt New York Herald Tribune, distribue le journal américain sur les Champs-Élysées, où elle rencontre Jean-Paul Belmondo qui interprète le voyou Michel Poicard.
Ce film, qui marque l'avènement de la nouvelle vague, montre deux individus déambulant dans les rues de Paris au tournant des années 60, au gré d'une relation amoureuse mouvementée, qui trouvera une issue violente par la mort du jeune voyou. Par un procédé de mise en abîme, la jeune marchande de journaux se retrouve propulsée dans les décors de la bataille d'Alger. Denis Adams utilise alors un système d'analogie multiple, par l'unification d'abord du traitement esthétique de deux films en noir et blanc qui incarnent un cinéma du réel, caméra sur l'épaule, dépeignant des narrations inscrites dans une réalité contemporaine. Adams joue aussi sur les variations de rupture entre réel et fiction. Le film de Pontecorvo, donc basé sur le témoignage, issu d'une actualité récente, fait participer des acteurs de l'histoire dans leur propre rôle, mais aussi au travers de la figure iconique de Jean Seberg. Le personnage de Patricia est également incrusté dans des séquences d'une Alger en guerre pour mieux souligner l'engagement personnel de son interprète, Jane Seberg. Une des images de la série Double Feature montre, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de regarder. Montre ainsi Jane Seberg implantée sur le décor des murs de la Casbah, où on peut lire les graffitis et slogans pro FLN, aux côtés d'un Jean-Paul Belmondo, dont la carnation est très assombrie par le noir et blanc. Ça va marcher? Non, ça va pas. Ce qui lui octroie alors une noirceur de peau artificielle qui préfigure donc une autre pièce de 2008 que vous voyez ici, qui est aussi en photomontage, qui a été fait aussi en vidéo. Là, je vous présente par exemple juste des photographies de la vidéo qui tourne en boucle, qui, elle, s'appelle Black Belmondo. Cette vidéo, qui renvoie donc à une grimace factice de l'acteur blanc en Belmondo noir, est une vidéo diffusée en boucle qui montre Jane Seberg à bout de souffle, essuyant les lèvres et se démaquillant de ce geste, le fond de teint noir ajouté artificiellement par Denis Adams. Ce geste fait écho à une mimique apprise par le personnage de Belmondo, se référant lui-même à Humphrey Bogart. Il nous renvoie alors à la problématique présente de la figure noire dans le cinéma hollywoodien et des caricatures racistes des blackface. Voyez ici. Pourquoi fait-il ce rapprochement? Le plasticien cherche à montrer le poids de l'engagement politique de l'artiste. Jane Seberg est en effet connue et reconnue pour son engagement public en faveur du mouvement des droits civiques et son soutien financier et personnel aux Black Panthers, ce que rappelle déjà une autre pièce de Denis Adams, Blackface. Ce sont des miroirs sur lesquels il a reproduit des archives déclassifiées du FBI concernant la surveillance de l'actrice. Ayant souffert toute sa vie réelle des répercussions de cette surveillance, en raison de son engagement, elle est blacklistée, sortie des listes des productions, dans les productions outre-Atlantique. De fait, même si le film de Godard, qui se déroule dans un Paris pendant la guerre d'Algérie, centre son propos sur la fiction amoureuse des deux personnages apparemment extérieurs aux événements d'actualité qui les entoure, Denis Adams rétablit une réalité historique et politique à travers la révélation de l'envers du décor, de ceux qu'on ne voit pas dans À bout de souffle. Sachant que il met le sous-texte politique d'un film, Godard n'a pas parlé donc, de la guerre d'Algérie, alors que l'année d'après, en 1963, le petit soldat dont on a parlé déjà ce matin s'engagera ouvertement sur cette question de l'actualité algérienne et subira la censure. Je vais passer sur Coaching Call parce que je pense qu'après on n'aura pas le temps. Je vais terminer en parlant d'un autre artiste, Moustapha Sedjal, qui est donc un artiste né en 64 à Oran. C'est un de ces artistes issus de la génération des enfants de l'indépendance, bercé par le récit héroïque et maîtrisé du mythe fondateur de la révolution algérienne. Formé à l'école des beaux-arts d'Alger et Paris, mais aussi à l'école nationale supérieure des arts décoratifs, Moustapha Sedjal expose depuis la France, en Europe et au Maghreb. Aussi, ce n'est qu'à l'occasion du cinquantenaire de la révolution algérienne que le plasticien entame pour la première fois un travail d'introspection au carrefour de l'histoire nationale algérienne et de son propre récit biographique. Cela donne lieu à une exposition en 2012 au Centre culturel algérien de Paris. Un seul héros, le peuple, barré, mon père. Il réalise une vidéo intitulée Écho pour s'approprier dans le présent un extrait du film de Pontecorvo. Cette séquence en noir et blanc opère une synthèse des dimensions historiques, fictives,
mémorielle et cognitive. L'artiste, filmé la nuit dans l'intimité de sa chambre d'hôtel du centre d'Alger en 2011, est percuté par l'écho d'une scène extraite de la bataille d'Alger, de la rencontre entre Larbi Ben Mehdi et Ali Lapointe. Depuis les hauteurs de cette terrasse, le vent semble murmurer la résonance d'un événement historique retranscrit doublement par la fiction cinématographique et artistique. Mustapha Sedjal se fait alors le témoin de cette scène et mène ainsi, par un processus de mise en abîme, l'univers fictif et rêveur onirique à la véracité du fait historique restitué par l'objet cinématographique. L'extrait du film choisi illustre le moment où Ali Lapointe pose la nécessité d'une issue politique à l'insurrection armée et soulève alors un éventail d'interrogations. Mustapha Sedjal fait ressortir certaines phrases. Il met directement la traduction en français du dialogue qui est en arabe, et il fait ressortir certaines phrases dans cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement cette vidéo devient une critique de la gestion mémorielle de la guerre d'indépendance en Algérie. La vidéo se termine par « Il y a encore beaucoup à faire ». Que chercherait à révéler Mustapha Sedjal si ce n'est l'individualité de ces hommes dans l'histoire au tournant de l'événement? Cette individualité associée à l'image de son père, parce que toute l'exposition tourne autour aussi de la figure de son père qui est représentée dans l'exposition, mais derrière un linceul noir, il est récemment décédé. Et c'est ce qui interroge l'artiste sur la présence de son père dans l'histoire et de sa mémoire. Et finalement, il propose cette exposition et s'interroge sur l'individualité des acteurs, des anonymes, des héros de l'histoire, qui composent l'essence même, et cherche à faire reconnaître finalement la pluralité des individualités, qui sont l'essence même du collectif. Car c'est bien en invoquant dans cette exposition son père, un des anonymes, mais néanmoins participant actif de l'histoire, en train de se faire, que Mustapha Sedjal tente un retour critique sur les rouages d'une mémoire, histoire collective, dont il démontre somme toute qu'elle fut confisquée. Cette confiscation est bien au cœur de la critique formulée lorsqu'il détourne le slogan « Un seul héros, le peuple ». L'artiste dénonce le caractère dogmatique d'une politique fondée sur la dissolution de l'individu dans la pensée unique, en remplaçant le peuple par mon père, anonyme de l'histoire, héros de sa mémoire individuelle. Mustapha Sedjal transpose son expérience personnelle sur la lecture et la perception de la mémoire collective comme une nécessité d'éclaircissement d'un passé tourmenté par une politique qui confine la société algérienne par, je cite, dans un enfermement, ainsi que Mustapha Sedjal nous l'a rapporté. C'est finalement cette fois-ci, au travers des histoires nationales, que les plasticiens interrogent la société contemporaine en utilisant l'archive cinématographique comme source, à la fois la France dans son amnésie et l'Algérie dans l'artifice de l'hyperménésie. Le motif de la bataille d'Alger devient finalement une référence iconique au tournant du XXIe siècle, probablement à la faveur de cette censure. Au-delà de la critique de l'histoire de France, la réactivation du motif de la bataille d'Alger dans des nouveaux dispositifs narratifs fait poindre un élargissement du spectre des non-lieux de mémoire. Et d'ailleurs, la sortie prochaine d'un documentaire qui est passé tout récemment, la semaine dernière, sur la chaîne Histoire, qui s'appelle « La bataille d'Alger, un film dans l'histoire », réalisé par Malek Besmaïl, retrace justement la genèse du film, aborde les conditions de production du long-métrage, au moment notamment du coup chez le comédienne, et mesure l'impact du film d'Alger à Venise, en passant par New York, Washington et Paris. La fiction de Pontecorvo se fait ainsi, de nouveau, source d'une histoire critique. Je terminerai en citant l'historienne Raphaël Branche, qui parlera tout à l'heure, dans son livre « La guerre d'Algérie, une histoire apaisée », qui dit, je cite, « Au-delà des débats sur l'accès aux archives de la guerre, il existe effectivement une question des sources. Avec quels matériaux décider d'écrire cette histoire? Avec quelle méthode? Quelles précautions? Quelles limites? Par la déconstruction à rebours, là c'est moi qui reprends, d'une histoire perçue comme lacunaire, ces artistes visuels, ces cinéastes, ces documentaires, qui font des documentaires et des films, érodent tout à tour d'autres récits nationaux, affûtent notre regard contemporain et posent l'exigence de la complexité de l'histoire en révélant dans leurs œuvres la nécessité d'incarner dans le présent une mémoire créatrice que Maurice Albart définit comme ce qui suit, comme ce qui se reconstruit à l'aide des traces matérielles, des rites, des traditions qu'il a laissées, et aussi à l'aide des données psychologiques et sociales récentes,
c'est-à-dire avec le présent. Je vous remercie. Parce que je crois que l'expression, vous avez offert une face cachée de ce que la traduction par les plasticiens, ce que c'était, et je retiens qu'on découvre de plus en plus de choses, et si vous voulez, vous avez ouvert une boîte où il y a les non-dits, je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit message, il y a les non-dits et tout ce qui a concerné la censure, c'est toute une époque. Et je vois, pour les jeunes à qui vous enseignez, les moins jeunes que nous sommes, certes, mais je me dis, comment ils peuvent ressentir ça? Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans qu'une espèce de chape est venue, on n'a pas tout dit, on ne nous a pas laissé dire les choses, on n'a pas voulu par prudence, par, j'allais dire, pour pas briser notre intimité, nos pensées personnelles. Mais je crois que je regrette que ce soit si court, et de vous interrompre d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui reste à regarder de très près, cette expression. Donc je dis un peu de trucs dans le vague, mais je le ressens profondément. Vous avez apporté le contraste entre toute une époque et ce que nous vivons maintenant. Et ça m'offre l'idée, avant de passer la parole à l'interlocutrice, il y a deux questions que je ne pourrais pas, elles ont été perturbées par tout à l'heure. Un jeune de terminale de Richelieu à Rueil qui va poser une question, parce que je me dis aussi que comment peuvent-ils ressentir quelque chose que nous, qui avons un certain nombre d'années de plus, pour se resituer dans le contexte, et ainsi de suite. Et vous avez ouvert un peu le discours en disant, et j'ai lu un peu mon mandat, il y a encore beaucoup à faire. Et je crois que c'est très terminé. Donc je vais trop parler, je vais vous laisser répondre aux questions. Avant, le jeune homme qui m'a posé une question tout à l'heure avant l'interruption, je lui cède la parole. Et ensuite, le professeur qui est au fond je suis à contre-jour, pardon, de professeur d'histoire-géographie de Maurice-Vallon. Bonjour, alors tout d'abord merci d'être là, merci pour les personnes qui ont organisé ça et pour les personnes qui sont là. Après j'ai une question qui est plutôt orientée dans les personnes qui sont avec moi. On va dire que nous, la guerre d'Algérie, on nous en parle, on a peut-être des origines qui font qu'on a des témoignages de la famille, mais le problème c'est que c'est une guerre qui reste quand même assez aveugle et où même des personnes qui sont même un peu plus âgées que nous n'ont pas forcément un avis très acquis sur la question. Et moi, ma question, c'est, voilà, cette guerre, vous avez parlé tout à l'heure de l'histoire. L'histoire va partir au bout d'un moment, et comment on fait pour faire en sorte que ce bout d'histoire qui est ancré dans nos gènes reste, et avec les nouvelles technologies, permettre de le développer et de faire en sorte que les gens comprennent vraiment ce qui s'est passé et pas non qu'ils aient juste une opinion de ce qui s'est passé. Enfin, une opinion. Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Merci. Alors, ça va faire la grande de ce jeune homme. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe quand même beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de publications sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Alors après, c'est sûr que pour témoigner, moi j'ai 35 ans aujourd'hui, donc je ne suis pas de la même génération que vous. Aujourd'hui, pas exactement. Voilà. Ma génération, les cours d'histoire sur la question de la décolonisation de la fin de l'Empire, la guerre d'Algérie ne pouvait être évoquée qu'à partir d'un dossier thématique au choix du professeur, et elle était un peu englobée dans un cours très très succinct sur la fin de l'Empire. Quand moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet lors de ma thèse, j'ai dû me remettre à un niveau de cette histoire-là. Après, il y a quand même eu des études qui ont été faites, notamment le travail de Sylvie Desnaux, Raphaël Branche, pour montrer qu'elle a pris plus de place dans l'enseignement, qu'elle a même été au bac, dans les examens, dans les sujets. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, on n'est pas forcément tous liés personnellement à cette histoire-là.
on est lié par le fait d'habiter en France et que ça reste une histoire sensible et qui est souvent convoquée dans le cadre politique d'ailleurs. Je pense que ça ne nous a pas échappé lors de la présidentielle que la guerre d'Algérie a été évoquée, le rapport au colonialisme a été évoqué. Donc c'est pour ça que c'est important que l'histoire soit faite, expliquée dans son entièreté, et qu'aucun récit soit mis sous silence. Il faut savoir quand même qu'il y a peut-être que Tramor pourra plus en parler que moi cet après-midi, mais il y a aussi une grande politique de publication sous forme de BD de l'histoire de la guerre d'Algérie. On peut citer Jacques Ferrandez. Et puis, il y a eu une exposition en 2012, alors je ne sais pas si sur justement les représentations militaires de l'Algérie, qui était aux Invalides. Et cette exposition, elle a donné lieu à un site internet richement documenté. Donc il existe quand même des plateformes pour pouvoir voir. Le problème, c'est de faire le tri. C'est-à-dire entre les plateformes qui vont être fait un travail d'historien, qui peut être aussi un travail avec l'historien à partir des mémoires restituées, et des sites qui pourraient être justement des sites de différentes mémoires qui sont à vif et qui ne vont pas forcément travailler la transmission de l'histoire de la même manière que le ferait un historien qui prend la distance. Il faut pouvoir faire le tri, mais je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a rien. Je ne dis pas qu'il y a rien. Je ne dis pas justement qu'il n'y a rien, mais je dis juste qu'au contraire, il y a deux façons de voir l'histoire de cette guerre. Il y a la façon des gens qui sont par exemple dans cette salle, des historiens, il y a aussi la façon des gens qui étaient à cette guerre et qui sont par exemple ma grand-mère qui m'a témoigné de son expérience personnelle. Et ben voilà, quand elle donne son expérience à elle et que après on l'étudie en classe, et ben c'est complètement un autre angle de vue et c'est parfois ça qui fait que ben, on n'est pas forcément accroché au sujet. Oui. La question que notre professeur d'histoire voulait poser, ça sera la dernière question. Ensuite, la parole au prochain invité. Et ensuite, on peut revenir aux questions. On va essayer de respecter le temps. Je rattrape la montre, je ne joue pas les beaux rôles. Veuillez me pardonner. Oui. Il y avait une question, je crois. Non, c'était pas là, c'était là-bas au fond. Non, avant l'interruption de sécurité. Vous n'avez pas une question? Bon, là, au suivant. Oui, non, ça y est, devant. En fait, ce n'était pas une question, c'était par rapport à l'intervention qui a été faite sur les femmes. Ce matin, c'est de préciser qu'il existe un très beau documentaire qui est sorti il y a quelques mois sur les femmes combattantes de la guerre d'Algérie qui s'appelle « Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 100 ans ». C'est un portrait de 4 militantes qui elles ont posé pourquoi. Donc les femmes ne sont pas absentes. D'accord, merci. Une autre personne, Laurette, merci. Et ça sera la dernière. Avant l'intervention. Oui, bonjour. Je voudrais réagir par rapport à cette intervention que ce jeune a fait. En ce qui concerne, tout le monde n'a pas un avis acquis sur la question. C'est évident, puisque moi, je suis d'une génération intermédiaire, ce qui est encore autre chose. Ici, il y a des jeunes, j'en suis heureuse. Il y a des plus anciens, avec qui aussi je milite. Et il y a des gens comme moi qui n'ont pas vécu la guerre d'Algérie, mais qui l'ont vécu d'une manière indirecte. À savoir, il suffisait d'avoir un père pro-Algérie française qui a fait la guerre d'Algérie. Et croyez-moi, ça suffit pour avoir une opinion, soit de devenir pro-Algérie française et de virer dans un bord qui n'était pas le mien, soit de devenir militant. Voilà. Militant anticolonial. Voilà, anti-impérialisme. Voilà, donc on ne parle pas des générations intermédiaires dont je fais partie. Donc je voudrais quand même en parler, j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie, c'est tout. Merci de votre intervention. Vous parliez, Mme Vidal, de sites, effectivement, qui parlent justement de cela, qui recueillent ainsi de suite. Je me permettais de faire la publicité, entre guillemets, pour notre espace mémoire, à savoir que nous avons un site internet qui est géré toujours par David d'ailleurs, et qui s'appelle ephmga.com, mais vous avez les coordonnées de notre site ainsi que nos mails
et notre adresse sur ce petit papier qui vous a été distribué. Donc on en reparlera d'ailleurs de notre site internet, qui est pour nous notre apport à ce legs dont on parlait tout à l'heure, un site où vous pourrez trouver des interviews, il y a 152 séquences d'interviews d'anciens comme nous sommes. Voilà. Donc merci Mme Goudal, vous restez avec nous bien sûr. Je vous passe la parole. Donc Mme Gemma Marzouzi, voilà, qui vient Marzouzi, j'écorche son nom et mon bout de rapport. Il y a deux A. Il y a deux A. C'est la culturale en arabe. Et comment on dit Marzouzi. Donc c'est difficile. C'est mieux du producteur au consommateur. Hein. On peut dire Gemma Marzouzi. Moi, Gemma, ça m'arrangeait bien avant le début. Appelez-moi Gemma. Merci Gemma. Appelez-moi Jean-Pierre, ça sera mieux. Je vous remercie. Je vous cède la parole, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à cette association de m'avoir invité. En fait, je ne viens pas de si loin que ça, hein. C'est pas très très loin. En même temps, il y a une familiarité toujours quand je reviens en France. Moi, j'ai au moins 4 pays aujourd'hui, c'est-à-dire je suis une enfant d'immigration algérienne en France. Je suis partie justement l'année où on avait intégré la guerre d'Algérie au bac. Et c'était pas une question au bac, mais c'était intégré dans le programme. En 86, ça vous dit un petit peu mon âge. Je suis une Highlander, ouais, j'ai vécu enfin. Ensuite, je suis partie en Algérie faire mes études supérieures justement, je voulais pas rester en France. Puis ensuite, il me fallait un pays tiers, donc je suis partie, je fais que partir. Je suis partie au Canada, au Québec en particulier. Et puis en fait, le travail que je vais vous présenter maintenant, c'est un travail en fait qui certes vient d'une Algérienne, qui a été financé par des Québécois et par le Canada, et qui a pu être publié avec des fonds français d'un laboratoire à l'île 3 où j'ai fait un postdoc. Donc vous voyez quand même que ce résultat-là permet à une recherche de circuler, et il y a énormément de travaux sur lesquels je me suis appuyée pour faire mon travail, mais comme vous allez le voir aussi, et la question a été posée tout à l'heure, sur la diversité effectivement des productions, et c'est très bien que Benjamin Stora et ensuite Émilie aient posé la table pour moi. Très souvent j'arrive devant des publics qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas toute cette connaissance qui vous a été dépliée, que vous avez déjà aussi, et ça me permet en fait d'aller au vif du sujet. Alors voilà, donc ma présentation s'appelle Partage des mémoires, la guerre d'Algérie au cinéma. J'ai restreint au cinéma, moi je suis littéraire, donc j'ai travaillé d'abord sur la littérature, le cinéma, le web, tout m'intéresse. Je suis une ancienne journaliste, donc c'est pour ça. Et en même temps, ma question de départ, David, si on peut faire avancer justement la présentation, en fait, la question de départ, c'était est-ce que les mémoires, justement, des groupes issus justement de cette expérience ou ayant une expérience de cette guerre, est-ce que ces mémoires dialoguent? Puis en fait, une fois qu'on a posé la question, c'est pas tellement la question, la réponse oui ou non qui est intéressante, c'est la question en elle-même. Et du coup, ça permet ensuite d'aller faire des va-et-vient entre les œuvres littéraires, filmiques, artistiques, et aussi ce qui se passe justement sur la toile. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant longtemps en me disant, mais finalement, si je regarde que la littérature, je vois rien. Même si je regarde que des romans, je vois rien. Si je commence à regarder aussi la poésie, les pièces de théâtre, ça va mieux. Si jamais je regarde aussi des essais, ça va un peu mieux, ça c'est pour l'écrit. Mais si j'ajoute le cinéma, j'arrive à mieux voir certaines configurations. Et puis si je regarde toujours et je reste toujours en contact avec le web, il y a beaucoup de choses qui circulent, notamment des images. Et puis si je reste aussi en contact avec le milieu artistique, comme on l'a montré, avec des installations, avec toutes sortes de récupérations et de remise en jeu, en film, en représentation et d'archives, eh bien je vois mieux. Et donc, ce travail que je vais vous présenter, c'est un travail assez panoramique qui vous montrera en fait à chaque fois, en toile de fond, ce qui existe et ce qui permet d'être rassemblé dans des séries. C'est un peu schématique, mais c'est comme ça qu'on ne peut travailler que comme ça sur un corpus aussi large. Alors, David, la prochaine image. Alors aujourd'hui, comme c'est cinéma, je vais vous présenter en fait dans quoi, comment s'insèrent ces 7 films. 7 films en fait, qui s'insèrent dans ce que j'appelle des scénographies mémorielles, je vais vous dire tout de suite ce que c'est, et ça permet en fait, pas de les classer, mais de les remettre en fait dans des ensembles, parce qu'en fait, les gens se souviennent d'une certaine façon, de certaines façons et de certaines mêmes façons.
Et finalement, ce n'est qu'en ayant cette vision panoramique qu'on arrive à voir justement des configurations d'ensemble, des séries, mais à partir d'exemples. Alors ici, vous avez 7 films qui ont été choisis pour leur diversité. Je ne sais pas si on aura le temps de voir un petit 3 minutes, 4 minutes pour chacun. Mais vous voyez que ce sont les incontournables. Peut-être les connaissez-vous pas. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait « je ne suis pas spécialiste ». Pas besoin d'être spécialiste pour avoir accès à des films. Dans les bibliothèques, il y a des films. Sur le web, vous pouvez aller chercher une bibliographie avec des films et ensuite aller commander ces films sur des sites documentaires, les acheter, les regarder en VOD. Ensuite, il y a des films qui sont sur YouTube. Il y a des gens qui font le geste de mettre des choses gratuitement. Allons-y, on peut regarder aussi. Donc ce sont des films qui peuvent être confidentiels pour certains qui sont extrêmement récents comme Atom, et puis les autres avec des distributions effectivement confidentielles et pas des best-sellers ou des grands succès de salle, hein. Mais ça ne veut pas dire justement que le geste d'avoir produit un film est anodin, il n'est pas accessoire, il n'est pas contingent, on ne fait pas un film par hasard, on n'écrit pas un livre par hasard, on choisit de faire un film, on choisit de faire une pièce de théâtre, et ça c'est pris en compte dans la manière dont j'ai essayé d'avancer ces grandes configurations que vous allez voir. La prochaine dia. Alors, ici, bien sûr, fondamental, et ça c'est bien parce que Benjamin Stora a posé cet énorme panorama justement socio-historique. Et comme vous le voyez, on ne peut pas commencer par la mémoire de la guerre d'Algérie par la fin, on ne peut pas commencer par la guerre de toute façon, on est obligé de commencer par le colonial, par la colonie de peuplement. Et lorsqu'on parle de la colonie de peuplement, en fait, les films que je vais vous présenter, mais aussi la plupart des œuvres, même si elles ciblent la guerre, elles ciblent la situation coloniale. Et donc la situation coloniale, par les personnages, par le biais qui est pris pour raconter une histoire, elle est prise en compte. Des fois, elle est gommée, des fois, il y a un seul angle, des fois, il y a plusieurs angles aussi qui sont choisis. Mais disons qu'il y a une pluralité. Donc, tous ces points-là, socio-historiques, ils sont à prendre en compte. Et là, on peut aller lire des choses en anthropologie, lire des choses en sociologie, lire des choses en histoire, lire des choses en psychanalyse, lire des choses dans plusieurs domaines interdisciplinaires qui permettent de comprendre justement ces contextes socio-historiques. Diapositive suivante. Alors ici, c'est la manière dont j'ai fait mon espèce de canevas. Mon canevas qui m'a permis en fait de prendre des titres et qui m'ont servi comme des exemplaires, c'est-à-dire pour leur exemplarité, c'est-à-dire des espèces d'impacts, des espèces de choses bizarres qu'on n'arrive pas à classer. Et ensuite, une fois que je les avais bien travaillés, eh bien, ils faisaient quelque chose que les autres ne faisaient pas. Et donc, ces auteurs qui écrivent, qui font un film, font quelque chose que les autres ne font pas. Mais ensuite, quand on élargit, on se rend compte que les autres aussi font, mais de manière déclinée. Quand on déplie, on voit que ça se recoupe. Par exemple, Mehdi Charef, vous verrez tout à l'heure, il me sert comme auteur apax. C'est quand même quelqu'un qui commence avec un film sur les banlieues. On va dire, oh, c'est le premier cinéaste des banlieues. Mais en fait, il a fait un roman juste avant aussi. Mais en fait, après le théorème d'Archimède dans les années 80, hop, il va faire du cinéma d'auteur, il va nous perdre en fait avec Miss Mona, etc. Et on va plus le retrouver. Et puis des années plus tard, alors qu'il continue à écrire, il va faire des films sur l'Algérie et en 2004, je crois, 2003, il sort Cartouche gauloise. Et en fait, du coup, il fait une pièce de théâtre, il fait un film, il fait un roman autobiographique. Et ça m'intéresse parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'il fait Cartouche gauloise, c'est un film qu'il fait en retournant en Algérie. Et ces trois œuvres, la pièce de théâtre et le film et son roman autobiographique, qu'on verra tout à l'heure, il dit la même chose dans les trois, mais il le dit de manière différente, et il est pour les rencontres. Il est pour des rencontres, il est pour les rencontres avec l'autre, et notamment les Pieds Noirs, les Français d'Algérie. Posalia Rahmani, donc un auteur aussi qui a surgi avec ce livre coup de poing qui s'appelle Mose, et pareil, fille de harki, mais harki avec une grande catégorie en fait de tous ceux qui ont combattu aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie. Et elle va installer un dialogue avec son père dans ce livre qui va être un procès en fait. C'est la scène en fait d'un procès, donc on est au tribunal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle va faire exactement ce que ne font pas les autres enfants de harki. Elle va
finir par analyser ce qu'est son père, c'est-à-dire un paria du système colonial, un produit pur du système colonial. Si on prend Exil de Tony Gatliff, c'est un film, le seul film de l'auteur, le deuxième film en fait, parce qu'il a fait aussi 2 courts-métrages dans les années 70, c'est des films introuvables, sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie. Mais c'est la première fois qu'il retourne en Algérie après 42 ans, et en retournant dans ce film, il fait un film qui raconte un retour de 2 jeunes. Alors vous voyez, ce cinéaste, qui est un cinéaste aussi marginal, un peu comme Hadi Jaref, va s'intéresser toute sa vie en fait aux Gitans. En France on le connaît comme le cinéaste des Gitans, mais en fait avec Exil c'est le grand film sur un retour en Algérie. Enfin Alexis Génie, donc L'art français de la guerre, c'est un roman, il remporte le prix Goncourt, etc. On va dire ah c'est le grand roman enfin sur la guerre d'Algérie. Ce qui est très intéressant pour ces 4 titres, c'est que c'est des films, c'est des titres, c'est des livres très complexes, et ils sont polyphoniques, il y a des voix contradictoires à l'intérieur, on a du mal à les prendre, ils peuvent créer des polémiques, et là c'est là que c'est intéressant, parce que c'est difficile. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je prends en fait la manière dont se définit l'auteur ou le réalisateur. Ah, s'il dit moi je suis mes parents sont issus d'immigration, on vient d'Algérie, comme a dit Charef, alors je vais mettre algérien d'Algérie, enfin l'immigration algérienne en France. Si Zahia Rahmani dit mon père était un gradé de l'armée française, et voilà, on a fait des camps d'assignation propres aux harkis, on n'a pas fait d'amour forestier, mais on a fait, eh bien, elle fait partie aussi du groupe de mémoire des harkis. Si jamais on prend Pied Noir dans le sens très large, français d'Algérie, dedans, dans les Européens d'Algérie, français d'Algérie, on peut mettre dedans les Européens d'Algérie et les Juifs d'Algérie, eh bien ça fait aussi une catégorie très large. Et pour Gatliff, qui est gitan, de mère gitane en fait, eh bien ça fait partie aussi d'un groupe plus large des Pieds Noirs. Et enfin, Alexis Génie, si on ne lui cherche pas trop, on peut déplier. À la limite, il n'a rien à voir avec la guerre d'Algérie, de par sa génération et de par sa filiation. Mais il va faire un livre justement sur ces questions. Voilà. Donc en fait, vous voyez ce grand va-et-vient, ces grands brassages finalement des catégories avec des éléments théoriques, etc. que je ne peux pas revenir. Et bien sûr, la perspective critique, alors ce qui est intéressant, c'est justement les questions de savoir pluridisciplinaire, les questions de circulation des discours et de représentation, les questions justement des interprétations, c'est-à-dire il y a aussi, quand on va lire justement, quand on va lire ou quand on va regarder un film, on va reconnaître des discours par lesquels sont travaillés ces films et ces livres, et très souvent on va reconnaître, je ne parle pas tout de suite de la personne, du lieu d'où elle parle idéologiquement, mais je regarde aussi la manière dont ce film est travaillé par des représentations parfois majoritaires, en France par exemple, orthodoxiques, acceptées par tout le monde, ou alors travaillé par des discours qu'on n'entend pas, qu'on entend très peu, qu'on entend mal. On peut continuer. Alors justement, encore une fois, alors justement ce qui doit être pris en compte aussi, c'est, comme je vous disais, le colonialisme, ce sont l'immigration, puisqu'on est sur le territoire français. Les films et les livres dont je vous parle sont des produits en fait de la culture française. La question postcoloniale, c'est-à-dire les traces du colonial au présent, mais aussi une posture anticoloniale de la part des auteurs, ça c'est important à prendre en compte. Ensuite, je ne lis pas que des auteurs qui sont anti-coloniaux et complètement militants, pas du tout, mais c'est intéressant aussi de voir comment est assumée cette position et comment est-ce qu'elle est travaillée au sein du film, au sein de l'entreprise filmique. Ensuite, bon, l'histoire et la mémoire, donc effectivement, il y a toutes ces questions finalement de transmission qui sont soit officielles, pas encore enseignées, soit encore confidentielles, soit familiales, soit groupales. Elles n'ont pas encore justement été retransmises dans des canaux officiels, très souvent. Enfin, la question des transmissions, justement, donc les médiations génériques et médiatiques, c'est-à-dire, oui, Émilie l'a montré tout à l'heure, mais Benjamin Stora aussi en a parlé, c'est-à-dire il y a des images qui circulent, qui sont reprises,
Et quand elles sont reprises et réutilisées, elles acquièrent un sens supplémentaire, un sens différent, un sens d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, tous ces auteurs se souviennent à partir d'aujourd'hui. Justement, j'ai 2 définitions à vous proposer. Alors, je ne vais pas commencer à les lire, mais je vais vous les donner très très globalement. En fait, ce que j'appelle justement scénographie mémorielle, c'est quelque chose de performatif, c'est-à-dire c'est... donc vous voyez, le corpus est très large, hein, production artistique, littéraire, du roman à la BD à la poésie, en passant par le théâtre, le cinéma, le web. C'est une production, une création qui fait ce qu'elle dit et qui montre ce qu'elle dit, qu'elle fait. Alors ça a l'air compliqué, mais en fait, par exemple, un film raconte un retour en Algérie. Il est lui-même réalisé, ce film-là, dans un retour du réalisateur en Algérie. Et bien sûr, dans le film, ce retour se voit. Il y a quelque chose dans tout le dispositif filmique, dans des choix qui sont faits de filmer, de présenter des personnages, de construire des personnages, le retour en lui-même qui est là porté, mais le film raconte déjà un retour. Par exemple, une pièce de théâtre, un livre met en scène un procès, c'est le cas de Mose, il est lui-même un procès dans son dispositif. Vous avez un chapitre qui s'intitule par exemple l'enquête, un chapitre où on a des témoins, un chapitre où il y a quelqu'un qui parle et qui est un témoin à charge, etc. Donc tout le dispositif finalement du procès. Une pièce de théâtre qui parle d'une rencontre, et sur scène, il y a la réalisation d'une rencontre même. Par exemple, dans la pièce de Mehdi Charef, 1962, Le Départ, eh bien, la pièce de théâtre qui est montée, réalisée en 2003 au Théâtre Montparnasse, eh bien, ça raconte l'histoire du départ des Pieds Noirs, des derniers Pieds Noirs en fait, d'un village du côté de Sidi Bel Abbas, et en même temps, sur scène, eh bien, qui c'est qui joue? Eh bien, il y a des Algériens, mais il y a d'anciens Pieds Noirs, il y a des acteurs, et dans la salle, eh bien, il y a cette rencontre-là aussi, puisque le public est multiple, avec des porteurs de mémoire, des groupes différents. Donc il se passe quelque chose au moment où on produit l'œuvre et au moment aussi où on la montre. La scénographie, donc justement, alors un film par exemple qui raconte la solidarité d'un groupe et celle d'un individu envers un autre, et ce film est le mode d'expression de la solidarité du réalisateur avec un peuple ou une cause, par exemple, avoir 20 ans dans les Aurès. Eh bien, c'est le groupe de Bretons complètement réfractaire qui veut juste la quille, et parce que déjà ils n'étaient pas d'accord pour y aller. Et ensuite, pendant tout le film, justement, ils sont groupés, ils sont liés, ils se liguent à un moment donné contre leur commandant. Mais en même temps, René Vauthier, il va filmer ce groupe, et en même temps, il va dans le film montrer à quel point justement il y a un lien entre certaines figures de ce groupe, qui sont des figures soit anarchistes, soit le futur déserteur, soit la figure du communiste qui est l'instituteur, qui a un rôle particulier dans ce groupe et qui, à la fin, finalement, à plusieurs reprises dans le film, on voit une prise en charge de la cause, de manière même esthétique, hein, par un chant, par exemple, de Fatma Etounsoumer, et ensuite on a des images, et on a des appelés qui parlent sur ces images. Et on a, de manière, si on n'était pas encore convaincu que René Vauthier soutenait l'indépendance algérienne et était aux côtés des Algériens dans leur lutte, eh bien, le film rend ça, alors que c'est l'histoire d'une solidarité de groupe. Ouais, 3 minutes. Okay. Continuons. Alors justement, ça c'est la définition. Les étudiants, ce qu'ils font, ils prennent en photo les définitions. Mais c'est très facile en fait de réavoir éventuellement même des éléments un peu plus complémentaires. Vous pouvez juste m'écrire, vous googlez Djemma Mazouzi, je vous écris, c'est facile à trouver. On peut continuer. Alors justement, l'analogie avec les mémoires, c'est intéressant parce que comment est-ce que j'ai fini par appeler ça scénographie mémorielle et ensuite rencontre, retour, procès, solidarité? C'est parce que lorsque on s'intéresse justement à la sociologie justement de la mémoire, à la manière dont et notamment un anthropologue qui s'appelle Patrick Ratou, la manière justement dont on va s'intéresser à la sociologie de la mémoire, lorsqu'on se souvient, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se souvient? On se souvient en gardant l'élément du souvenir le plus marquant, on se souvient en mettant l'accent sur l'essentiel du souvenir, et on se souvient en s'appropriant le souvenir. C'est ce que font les cinéastes et les auteurs, en général,
lorsqu'ils vont évoquer la guerre d'Algérie et l'Algérie coloniale. Et c'est aussi la manière dont les groupes fonctionnent. C'est-à-dire, on arrive à voir que lorsqu'une association comme la vôtre se réunit, eh bien, c'est toujours aussi, en gardant l'élément du souvenir le plus marquant, hop, on s'intéresse à une date particulière ou alors à des événements particuliers. On garde l'essentiel de ce souvenir, la manière dont il a fonctionné. Bien sûr, là-dedans, les émotions ne sont pas absentes, hein, les affects sont là, ils sont présents. Et ensuite, on s'approprie le souvenir, alors on se l'approprie pour le redonner à lire et à comprendre. Alors on fait des colloques, on invite des gens, on discute, on fait des livres. Ouais. Alors, en fait, voilà en fait les définitions du procès de la rencontre, du retour de la solidarité. Donc là, j'ai pris la peine en fait de les expliquer assez simplement. Et justement, le procès, qu'est-ce que c'est le procès? La scénographie mémorielle du procès. Donc elle se rencontre dans l'examen en général de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et là, le procès, finalement, c'est se poser des questions, être dans la récrimination, être dans la dénonciation, être dans le pointage des responsabilités, que ce soit pour les Algériens ou pour la France. Bien sûr, les groupes de mémoire en présence, hein, je vous ai dit tout à l'heure des harkis, des enfants de harkis, de pieds noirs, d'immigration algérienne en France et de Français en général, qui peuvent être des appelés du contingent, qui peuvent être des militaires, qui peuvent être aussi des militants anticolonialistes, qui peuvent être aussi des porteurs de valises, etc. etc. Donc tous ces gens-là, la manière dont ils se mettent à se souvenir, ils peuvent être dans le procès. Ils peuvent être dans le procès. Ils peuvent être aussi dans la rencontre, c'est-à-dire, on a vu ça aussi en littérature, en cinéma, lorsque on va mettre en avant le fait que la rencontre coloniale a été ratée. On ne s'est pas rencontré, alors au présent, on va raconter une histoire où les gens se rencontrent, ils se retrouvent. Ils se retrouvent après une séparation. Ou alors, ils ont toujours voulu rencontrer l'autre, notamment dans Cartouche gauloise, ou alors dans À bras le corps de Mehdi Charef, et le petit garçon, dans l'Algérie coloniale, il n'a jamais rencontré de Français. La seule fois où il voit des Français, c'est lorsque les Français partent. Et il y a un monsieur qui lui donne un morceau de fromage. C'est le seul moment où il voit des Français dans cette Algérie coloniale. Et puis, il y a cette rencontre qui est aussi une rencontre voulue, désirée. C'est quand Mehdi Charef fait la rencontre au présent dans une pièce de théâtre. Donc, sur la rencontre, elle va se décliner aussi. Je donne l'exemple de Mehdi Charef, mais on sait très bien que dans les années 70, il n'y a pas que les nostalgiques de l'Algérie française qui sont là, complètement excités dès qu'ils voient une tête d'arabe. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens aussi qui sont très troublés par le fait de retrouver finalement des gens ici, qui sont d'origine du Maghreb en général. Et cette espèce de familiarité, de proximité finalement assez troublante pour des gens qui ont dû quitter avec effectivement armes et bagages parfois l'Algérie et qui se retrouvent et qui essayent souvent de se rapprocher de l'autre. Alors on peut trouver aussi cette rencontre chez les Pieds Noirs. Ensuite le retour c'est une question cruciale, c'est le retour mythique, fantasmé, le fameux retour des Algériens qui viennent et ils disent on va pas rester, on va partir, c'est pas la peine les enfants de vous adapter, on va s'en aller. D'ailleurs c'était le cas dans ma vie. C'est pas la peine de projeter plus loin ta vie d'adulte parce qu'on va rentrer en Algérie. Ça c'est difficile hein, quand on est jeune. C'est le retour aussi des Pieds Noirs, un retour qui a lieu très vite. Dès 63, les gens repartent. Ils vont s'appeler Pieds Rouges, ou alors ils vont juste retourner parce qu'ils y ont laissé des amis, parce que c'était pas tous des méchants, évidemment, parce qu'ils faisaient partie d'une majorité qui était des employés, ou qui avaient des solidarités, des amitiés, de la famille, etc. Et enfin, le retour aussi, c'est un retour aussi qui peut être fantasmé, hein, le retour qui est remis. On a ce fameux tourisme du retour, tourisme mémoriel qui a lieu dans les années 2000, fortement d'ailleurs encouragé par Bouteflika, qui va dire aux associations Pieds Noirs, organisez-vous, on va faire des voyages, venez, vous pouvez venir revisiter vos lieux d'enfance. Et il y a eu tout un engouement en fait. Beaucoup de gens ont pu repartir, les groupes font des films, mettent ça sur YouTube, etc. Ce sont des associations. Et puis aussi, il y a le fameux, Bouteflika aussi l'a rappelé, ça a scandalisé plus d'un, en tout cas ça a scandalisé d'abord les gens qui se disent, si ceux qui ont fait la guerre d'Algérie peuvent rentrer, pourquoi les harkis ne peuvent pas rentrer? Et donc, c'est ce fameux retour interdit, même quand on est mort, pour les harkis. Donc, ce retour, cette question du retour, en se souvenant, en faisant un retour, ou en rêvant d'un retour, en voulant un retour, ça fait partie aussi des manières de se souvenir. Enfin, pour la solidarité, c'est pareil. Donc, ça va se rencontrer lorsqu'il y a un lien qui est esquissé vers l'autre, un lien pour l'autre, un lien avec l'autre.
Et donc ça peut être justement dans cette évocation du passé, donc de la compassion, mais aussi de l'action pour essayer de faire quelque chose contre la torture, ou d'aider les gens justement qui sont pris dans cette situation coloniale. Ça va être de l'entraide, ça va être soit des appartenances groupales, des appartenances inter-individuelles, disons, ou groupaux. Ça peut être les communistes d'Algérie autour d'Algérie républicain, par exemple, avec Henri Alleg qui retourne en Algérie dans un film de Jean-Pierre Liédot, que Jean-Pierre Liédot fait justement pour lui-même retourner parce qu'il est parti pendant les années 90. Et donc le retour d'Henri Alleg en Algérie, dans les lieux où il a été torturé, mais pour rencontrer aussi tous les amis d'Algérie républicain, c'est aussi le retour de Jean-Pierre Liédot, le réalisateur, qui lui a quitté l'Algérie parce que tous ses amis se faisaient tuer dans les années 90, et qui revient aussi au présent pour parler du présent et faire un saut en fait sur un rêve algérien qui date peut-être justement du rêve communiste, fraternel, etc., d'une Algérie plurielle des années 40 déjà, et puis qui est redonné en fait au présent en disant cette Algérie finalement fraternelle, elle n'existera jamais. Enfin, c'est le discours de Jean-Pierre Liédot. Donc voilà, la solidarité, elle s'exprime, elle se décline. Donc toutes ces scénographies mémorielles, elles ne sont pas contradictoires, elles se communiquent l'une à l'autre, elles sont contaminent l'une l'autre. Elles peuvent être, par exemple, les pieds noirs sont beaucoup dans le procès au début dans leurs écrits. Il y a beaucoup d'écrits pieds noirs, ils sont d'abord dans le procès, ensuite ils peuvent être dans la rencontre, et puis ils sont beaucoup dans le retour dans les années 2000. Et ils ont été bien sûr dans la solidarité tout au long. Si on prend les différents groupes de mémoire, c'est pas chronologique, c'est aussi la manière dont les auteurs, les réalisateurs vont prendre en charge justement une manière de se souvenir. Je vais m'arrêter là, donc on va essayer de vous montrer quelques extraits, notamment... Okay. Donc j'ai quelques extraits qui vont vous montrer... Alors le premier film justement, c'est un film qui est assez confidentiel, vous pouvez le trouver, vous pouvez l'acheter. La bande-annonce est sur YouTube, ça s'appelle Le mouchoir de mon père. Et c'est un enfant de Harki qui est face au silence de son père pendant en fait, toute son enfance. Et enfin, qui décide de faire un film sur justement son père et sur les différentes prisons, parce que son père, en fait, lorsqu'il est... il n'a jamais voulu parler de son passé, mais il avait un mouchoir dans lequel il a brodé finalement les lieux des prisons de détention par lesquels il est passé. Et en fait, dans ce film-là, on passe par tous les lieux, le réalisateur part pas en Algérie, hein. Il est là, et il fait parler des Français qui ont eu, il fait parler sa famille, sa mère, son frère et sa sœur, qui ont connu l'après 1962, donc la grande peur, effectivement, des Harkis, qui n'ont pas pu partir avec les Français. Et ce film-là va mettre il va essayer de contextualiser complètement ce qui s'est passé en 62. Et puis la question que se posent les enfants de Harki, c'est est-ce que mon père était un traître ou est-ce que c'est un héros? Et donc, c'est la question lancinante. Il y en a qui passent le pas, qui disent ah, c'est un héros, c'est un héros. Et ceux qui disent c'est un héros, on les retrouve parfois tout à fait dans les groupuscules d'extrême droite aujourd'hui, mais même avant. Et ceux qui disent mon père, finalement, c'est une victime, pareil, il y a aussi une enquête sur le père, et sur le système, et sur la guerre elle-même. Ça revanche à lui, c'était l'oubli. J'ai vécu moi aussi prisonnier d'un doute peu glorieux. Mon père est-il un traître ou un héros? Au terme de mon enquête, je peux enfin dire qu'il n'est ni l'un ni l'autre, et que s'il a fait un choix, c'est celui de la survie. J'en sais suffisamment pour pouvoir te parler. Pendant tout le film, on ne voit pas le père, et vers la fin, on va le voir ici. Je suis Kéli Faroud, c'est moi qui fais le mouchoir. C'est un compagnon de cellule qui a écrit. C'est en français, tu as vu que c'était en français. Il a écrit ce que je lui ai demandé avec son stylo. Et puis moi j'ai pris mon aiguille et j'ai brodé ces mots. J'ai brodé comme ça.
C'est comme quelqu'un qui fait un portrait. Après, il l'accroche au mur. Même si tu oublies les sentiments qui t'habitaient quand tu as fait ce tableau-là, il suffit que tu passes devant et que tu t'en souviens. C'est pour ça que j'ai fait ce mouchoir. Tu sais combien de lieux de détention j'ai connus? 4, 5, 7 prisons. La maison carrée, la Barwagia, Ça fait 8 en fait. Quand je regarde ce mouchoir, je dois me souvenir par où je suis passé, en bien ou en mal. Et ce mouchoir t'aide à ne pas perdre la mémoire. Qu'est-ce que tu crois? Si on était resté en Algérie, j'aurais pas pu vous éduquer? Qui m'aurait donné du travail? Surtout à moi, un harki. Eux, c'est leur pays. Il est normal qu'ils fassent d'abord travailler les leurs. Tu le sais bien. Même mes frères ne me considèrent plus. Je suis passé de l'autre côté depuis, ça fait 100 ans que je suis comme un... Alors ici, vous avez vu que donc, Farid Haroud fait un film sur son père, et il est dans le procès, c'est-à-dire dans le procès symbolique aussi, mais en même temps dans l'enquête, ce qui a mené finalement son père à devenir harki, pas trop. C'est surtout le procès finalement de la répression en Algérie, c'est-à-dire le fait que son père ait été arrêté après 62, la grande finalement, le non-respect finalement des accords d'Évian, et ensuite, alors il passe très vite là-dessus, pourquoi, comment, les contextes, il passe très vite là-dessus, et ensuite il va voir comment en France justement, ensuite lorsqu'il a fait plusieurs prisons en Algérie, camps de travail, etc., lorsque finalement il y a la possibilité finalement de... Ouais, je parle pendant que... Donc, c'est justement ces différents emprisonnements, alors que finalement il avait servi la France n'avait pas prévu justement de rapatrier, d'emmener avec elle les harkis, et donc ensuite la manière dont en France ces anciens combattants finalement la l'armée française arrivent. Alors là c'est la fiction cartouche gauloise. Le monsieur qu'il faut en fait dans la boîte. On aura dit. Il est parti. Il est sorti de la boîte. Il faut le mettre. Mais non, mais il faut voir. Là, Sacha, ça fait une série qui ne mange pas. Oui. في كوشان يا فوزي. هذا مكان؟ هذا مكاني. جلولي يبغي يفتش. Je peux éteindre la lumière. شكون يقول لي باللي تحت Personne dans la boîte. Je fais des signes désespérés. Donc vous voyez ici, multiples rencontres, un harki, et ensuite vous allez voir le petit garçon qui va aller chez les pieds noirs, etc. Bonjour Madame Rachel, bonjour Ali. Maman s'arrêtait pas de peur que je lui offre à manger. Elle est vraiment fière. Oh,
les limonades. Dis, comment s'appelle la commune où on part pour détailler les cheveux au jour du marché? Le Frondel, monsieur Norbert. Merci. Madame Rachel, le boulanger demande si vous voulez encore de la tarte aux figues pour le dimanche. Pourquoi il pose cette question, cet imbécile boulanger? Parce qu'il y a des Français qui commencent à partir. Comme votre sœur et ses enfants. Eh ben, pas moi. Tu lui diras qu'il fasse comme d'habitude. La tarte moins grande. Mange avec nous. Maman m'attend. Je vais te donner un peu de poisson. Tu préfères manger avec ta maman? Ton père est un terroriste. Non? On le voit plus. Il est dans le Djebel avec les fèves. Il est parti travailler en France. Il va faire des choix à ta mère. Et toi, tu seras pas le porteur. Mon père est déchu de ton père. Il dit que ça ne sera plus son ami comme avant. Et que s'il le rencontrait, Donc ce film, Cartouche gauloise, hein, qui est tout à fait disponible en DVD, et qui est, je ne sais pas s'il est passé à la télévision française, mais qui a été quand même nominé à un moment donné donc au Festival de Cannes. Et c'était quand même le grand chemin qu'avait parcouru finalement Mehdi Charef de son village d'enfants colonisés qui crevaient de faim, et finalement aux marches du Festival de Cannes, avec justement, en portant finalement le tribut de toute sa tribu finalement. Et c'est un film en fait qui montre de multiples rencontres, c'est des enfants qui jouent à la guerre, et en même temps c'est la guerre. Et en même temps, ce sont des rencontres, et c'est le discours de quand même, on était bien, on était ensemble, on s'entendait bien. Il y avait la guerre, mais enfants, on jouait ensemble. Alors que dans son livre, Abra le corps, qui est un livre autobiographique, il raconte bien que lorsqu'il était dans ce petit village complètement éloigné de Sidi Bel Abbas, il n'avait jamais vu de Français. Eux crevaient de faim, mais ils n'avaient jamais rencontré finalement de colons. Ici, c'est un extrait des jardiniers de la rue des Martyrs, donc ça se passe à Roubaix, au Tourcoing, dans Roubaix. Et en fait, c'est un petit jardin communautaire, et le va-et-vient finalement des deux cinéastes, des réalisateurs Prin et Hatchi, et donc ils vont aller de jardinier en jardinier, et ces jardiniers-là, qu'ils soient des anciens appelés du contingent, que ce soit des harkis ou des immigrés pro-FLN, ils sont là, ou des Français tout simplement, et puis au bout il y a aussi des Portugais, mais ils sont tous ensemble en train de cultiver leur petit lopin de terre. كنا اللي عندهم بلاصه في الفلوس الجامعه هذه تلقى الجامعه هذه ماشي لنا تاع الحكومه تديها هي الحكومه وحنا ندفع من الشباب وتضرب علينا هذا. J'ai vu en Algérie une guerre de 19 ans. C'est toujours de la musique. Toujours de la musique. كنا نكبروا الجامعه هذه بيضاء ما كنا نحرقوا وتحصلنا واش رايح تدي منها
رزقك تدي من هذه السبورت إلا رزقك مع فرنسا حتى كيجي في هرمونات ديك حسب تلقى ديك سبورت ماشي هذا اللي راهي فاهم كبريت الناس ولاو مفايقين ولاو يضربوا على بلادهم الإقليم اللي حضر ما يعرف واش كان إيه واش قالت هنا لو كان يعني نشدو في واحد واش كان يلقاو كثر من الكسرة مع العيد يشدو كثر من الكسرة يقولوا الكسرة هذه راه تديكوا لي البلاقة ماشي ويتمشوا يضربوا في الناس يقتلوا في الناس كانوا على بالك يحكموا الشباك هما يقولوا له في اللاقة كيف يعملوا لهم لا مسكات في الطريق كانوا إلا كذا يضربوهم يجيو يدوهم الشعب يا 40 يا 50 يا 100 ويعطيهم المترات ويقولوا لهم حنا رانا قتلنا البلاد هما ما كان حتى واحد في الشعب القرنة تاع الجزيرة تحت عون الشعب لابد كيجيو ثم يضربوا علينا بالكلاب هذوك بلي بيرجع ماني توسع بلاد ما لقاش وين يروح إلا قاعد في الدار ما إلا راح على برا ثاني كذلك يجي يشوف وين يخبي راسه شو عليه ولا الناس اللي راهم بشكل الله رد عليهم مخبيين بياتهم مخبيين ملخوف ولا راحوا مع فرنسا ماشي راحوا مع فرنسا بالدراع ملخوف وترميمو رجعت خدمت معاه كنت مع فرنسا زي كان جاي en France ولا كيف راح فرنسا خلت لي بيان سور انا كنت مع فرنسا وبليجي ما يقدروش يخدموا بالدار وبليجي وجيت هذا لا تعمل أنا قلت هو سوني de vivrier أو كنا معاها ناس بلا سمعتوا كنا نعاونوها والصناعة اللي جبت لنا نخلع ما حكينا لها ليلة c'est vraiment un film qui filme les gens au plus près et tout au long des saisons. Donc on passe une année avec ses jardiniers et puis le partage de l'eau en fait, parce que le jardin a besoin d'eau. Et la personne qui s'occupe du jardin m'a dit je ne dois pas faire de préférence, il y a plusieurs communautés là, depuis des années, donc le groupe d'Algériens ils sont là, le groupe des Français est là, le groupe des Portugais, il faut que je donne de l'eau à tout le monde, pareil. Et donc ça se partage aussi cette terre, mais symboliquement c'est une très très belle métaphore finalement de rencontres qu'on lieu ou pas. Donc effectivement il y a des croisements. Et puis il y a beaucoup effectivement de témoignages spontanés pour dire d'où venaient les gens. Alors là c'est très très beau film, vraiment, il est disponible, achetez-le en DVD, c'est un rêve algérien, et c'est l'histoire finalement en concentré, mais magnifique. Henri Allègre retourne en Algérie, et donc il y a toute la remémoration de son combat, et puis c'est l'équipe d'Algérie républicain qui revient. Si on parlait de scénographie mémorielle, il y a bien sûr la rencontre, mais il y a la solidarité. Il y a vraiment la solidarité, et en même temps il y a un procès qui se fait au présent par Jean-Pierre Liédot, et lui-même retourne. Donc c'est le retour double ou triple dans ce film-là. Et il y a plusieurs manières finalement de raconter ce retour. Kader Smaïn et moi, 50 ans plus tôt, avons aussi été inséparables. Et aujourd'hui, lui et moi nous sentons jumeaux d'un même rêve. Jumeaux et orphelins. Voilà, c'est là que j'habitais. C'est là que j'habitais, mais il n'y a pas ce mur, il n'y avait pas cette porte en fer. Il n'y avait pas la parabole. Oui. Le personnage le plus légendaire de ce lieu, c'était son grand-père. C'est un homme qui est mort, je ne sais pas, à 114 ans. Et on l'appelait tous Chibani, tu vois. Et moi, le geste, si tu veux, qui me restera toujours, c'est que nous, on n'avait pas de porte en fer. C'était uniquement, on pouvait ouvrir la porte constamment. Et il venait,
il prenait son sac, il nous le balançait, et il y avait des kilos d'oranges qui déferlaient dans la chambre. Ça, c'était son geste préféré, il faisait ça. Il faut savoir pourquoi il faisait ça. Parce que, je t'avais dit que dans toutes les familles européennes qu'il y avait, il y avait la famille Yédou. Cette famille-là, on sentit qu'il y avait quelque chose. C'était instinct. Vous savez que tous nos parents savaient que M. Yédou savait. Pour te dire que c'est juste après qu'on a su que M. Yédou, c'est un militant fervent de l'indépendance d'Algérie. Toi, tu l'as su après quand Moi, je l'ai su après parce que moi, j'étais jeune. J'étais très jeune. دونك صح بغيت نفهم زعما ما سبب زعما تفكروا الاثار بغاو ولا كاين شي حاجه راهي لا ها نبغي هذا أنا ندير ندير فيلم على أوري أليغ. أوري أليغ اللي كان في ثوري صح وعاون نجيبها بزاف صح وعاون كان يعني مناضل باش المناضل الاستغلال تاع الجزائر الانسان تعذب بزاف وهذا اللي راه منوض من الحركه في فرنسا باش فرنسا تعرف باللي دارت هنايا لا طورتور ودارت هنا هذا هو السيد اوريالي وهذا شرف لينا يعني باش يشوف الزميل تاعه كان هنا يسكن معاه كان يناظر معاه جد بالحزب الشيوعي الجزائري وحزب الشيوعي الجزائري كان السيد يدو وبو هذا كبر معنا صغير كان كيما هذا صغير كنا انا وياه كنا كاع هنا بصح في هذا الوقت ما كانش شويه سنينك سيره بيضاء شكون؟ شويه هذا عقل عليها كيما دوكا كايدو ديالك واحد الاحباب ملاح ولا ان شاء الله هذا النهار فيه الخير ها لازم ملاقات تاع خير ونتمنوا الخير ان شاء الله لينا ولحبابنا والوالدين محمد الجميع لو كان تكاكيت ولا الولد كان ديكم قهوه كان يصايد الطروطات كان تكاكيت من الاولاد وكان هي واجد تبغوا والله شكرا شكرا انا فرحنا غير قلت لها كيف نهار ولا Elle leur proposait du Coca-Cola, mais bon, on va couper là. Donc en fait, effectivement, pour finir, les extraits, en fait, il y en avait 7, on vous en a montré quand même 4. Et donc, c'était des exemples, en fait, de scénographie mémorielle, donc la manière dont on se souvient du retour, en faisant un retour, la manière dont on se souvient avec une rencontre, mais en montrant les rencontres, mais le réalisateur fait lui-même la rencontre, la manière dont on se souvient en faisant un procès, en faisant une enquête. La question de la solidarité, on ne l'a pas abordée, c'était avoir 20 ans dans les Aurès, et c'est à la fois la solidarité, donc ce fameux appelé du contingent qui est dans le groupe breton, mais lui il dit je veux pas toucher d'armes, et qui finit par partir avec un détenu algérien, et qui finit par être responsable du massacre de la famille de ce détenu, et qui finalement est à la fois dans une solidarité, donc avoir 20 ans dans les Aurès, c'est aussi un morceau de l'histoire finalement je pense à Le désert à l'aube, hein, donc c'est une vraie désertion qui a été racontée ensuite dans un roman. Et enfin, donc, on avait aussi d'autres exemples, par exemple le film Atome, qui est un film fait sur les essais nucléaires en Algérie, entre 61 je pense, 61 et 67. Et donc, c'est aussi de la part de la réalisatrice Elisabeth Levray, donc un acte aussi, une action solidaire, avec justement d'abord ces essais qui ont été faits en colonie, et ensuite avec les populations jusqu'à aujourd'hui finalement, avec des endroits finalement du désert algérien qui ont été réutilisés ensuite dans les années 90. Donc en fait ces scénographies mémorielles se retrouvent et traversent à la fois les groupes de mémoire mais aussi les œuvres littéraires et filmiques. Je m'arrêterai là. Merci. Un peu changer un peu, et je voudrais respecter la parole de chacun, mais je tenais à vous remercier parce que lorsqu'on voit le cheminement que nous avons depuis le début sur
les trois intervenants, on assiste à une découverte, j'allais dire, une prise de conscience que nous avions certainement tous, mais sur des faces cachées, sur des non-dits, a été abordé le problème de la censure. Il y a eu un panel assez large des films évalués par Benjamin Stora, et pour vous-même, cette scénographie de la mémoire, je pense que c'est important. Avant que Raphaël Branche nous rejoigne, alors je vous ai dit que malheureusement, dû à la sécurité chez Raphaël, nous avons eu un problème d'alerte, voulu d'ailleurs, mais invoulu pour nous. Hein. Donc, voilà, je vous propose, y a-t-il quelques questions aux deux intervenants? Rapidement, je suis désolé, c'est la censure de ma part, parce que je voudrais que nous terminions à 13h, 13h05, on reprendra à 14h. Après tout, le repas passera un petit peu après, mais faisons les choses comme il faut. Oui, et comment ça s'appelle dans l'extrait qui a été passé du retour d'Henri Alleg en Algérie, la dame parle de révolution, et c'est comme ça que les Algériens désignent leur guerre de libération. D'autre part, j'ai vu Kamel Daoud à la télé, et comment ça s'appelle, pour lui, il considère que les Algériens s'intéressent beaucoup plus à la politique française qu'à la leur, où il n'y a pas grand-chose à voir, quoi, et même qu'aux Français. Et alors, en extrapolant, je me demande si les harkis, pour les Algériens, c'est un peu nos collabos. Bien que... La question est plus fâche. Vous m'entendez? En fait, je ne sais pas si je dois répondre aux remarques concernant les déclarations de Kamel Daoud, qui fait des déclarations publiques. En même temps, faire un aller-retour sur les situations algériennes ou françaises, c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué. Si on garde une thématique qui serait la guerre d'Algérie, c'est déjà pas mal et c'est très compliqué. Alors, si on parle des situations présentes des régimes respectifs et des situations respectives, on s'en sort pas, ça ne va pas suffire. Et puis chacun a le droit effectivement d'exprimer des positions qu'ils veulent, qu'on ait effectivement des tribunes ou pas. Alors il y a des gens effectivement qui tout à coup ont des tribunes magnifiques, voilà, pour pouvoir exprimer leur point de vue, je ne commenterai pas. Concernant justement la question des harkis, alors ce que les gens ne savent pas, oui, après 62 effectivement, il y a eu des massacres, des règlements de compte, des massacres, il y a eu effectivement, je ne pourrais pas vous reprendre chronologiquement ce fameux, après la signature des accords d'Évian, tout ce qui s'est passé en fait et qui a touché justement des gens qui ont été soupçonnés ou qui ont été vus travailler avec la France, mais pas justement ça, participer à des exactions, faire le sale boulot aussi des militaires, torturer eux-mêmes, faire des choses. Et donc, il y a eu beaucoup de représailles concernant les hommes, mais parfois aussi les familles. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que tous les harkis ne sont pas partis. Je n'ai pas de chiffres là, mais il y en a beaucoup qui sont restés. Ce qui s'est passé aussi, c'est que si jamais on regardait justement beaucoup de films sur les enfants de harkis, qui ont fait le trajet? Il y en a qui ont fait le retour pour le père n'a pas pu y aller, ils vont le faire, ils vont faire l'enquête. Et vous verrez bien que les familles étaient déchirées. C'est des familles, ça serait effectivement, si on pouvait reprendre l'analogie avec la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation allemande en France, ça serait dans une famille, finalement, alors que quand les révolutionnaires, c'est comme ça qu'on les appelle, les révolutionnaires font cette déclaration de guerre justement en 1954 et lancent les premières attaques, ils sont un petit groupuscule, personne ne sait qu'au bout de 6 ans, 7 ans, ça va en être fini de la France et que les Français d'Algérie vont partir, personne ne le sait. Donc c'est très facile en fait à rebours de dire ah bah oui, ceux qui ont su ce qu'il fallait faire à ce moment-là, bah, ils étaient des héros et puis les autres c'est tous des traîtres. Non, c'est très très complexe. Les familles algériennes le savent, les Algériens le savent. La discussion sur les harkis dans les familles, dans les groupes, c'est pas une question de tabou. Quand est-ce que c'est tabou? C'est dans les médias. C'est dans les médias contrôlés effectivement par les canaux officiels. Et c'est le discours officiel de combattants qui ont un édifiant en fait, qui existe en Algérie après 62. Mais comment ne pas avoir ce discours-là
Lorsqu'on vient de venir à bout avec un pays exsangue, après la colonisation, une guerre aussi violente, comment ne pas avoir un discours lénifiant justement pour effectivement aller de l'avant, alors qu'il faut replacer aussi du point de vue du contexte international, c'est quand même enfin des peuples qui décident par eux-mêmes de leur indépendance et qui arrivent et qui enfin font faire l'épreuve de la liberté. Donc après, oui, la question harkie reste tabou, elle reste taboue du point de vue encore médiatique et encore. Aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle Les harkis restés en Algérie, Pierre-Dôme, sur le pied noir resté en Algérie. Ce livre-là est publié en Algérie, il est hashtag. Pierre-Dôme a fait le tour de pas mal d'endroits en Algérie, il a fait des conférences. C'est pas tabou, c'est tabou pour le discours officiel, qui est encore très prégnant. Mais aujourd'hui, il y a une multiplicité aussi des télévisions et des radios qui fait que les Algériens disent, on peut toujours parler. Depuis octobre 88, on peut parler, on a le droit de parler, mais on parle alors. Donc on peut parler, ils peuvent parler de ça, effectivement. Merci. Y a-t-il une dernière question avant que je laisse la parole à Madame Blanche? Oui. La sucette, s'il vous plaît. Eugène, ce sera la dernière. Ok, tu ne seras pas pénalisé. Mais, voilà. Oui, monsieur sur la droite, et ensuite notre ami Eugène Gardin. Il y a une chose que je n'ai pas entendu parler. Vous vous adressez aux intervenants, je préfère. Oui, je m'adresse plutôt aux historiens. C'est la propagande qui a été faite au sein des troupes. Ça, on n'en parle pas. Ah d'accord. Oui, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la propagande qui était faite au sein des troupes. Et je peux en parler savamment parce que j'ai bien connu, c'était dans une unité où on faisait de la propagande. Donc, on distribuait des tracts, on passait des films. On passait des films et... Oui. Je vais me permettre de répondre au nom des intervenants, ce n'était pas poli de ma part, mais puisque vous serez là au début d'après-midi, à 14h après le repas, si on a le temps de le prendre, il y a une présentation du fonds Algérie par le CPAD, par le documentaliste, hein, puisque nous avons eu le plaisir de, je crois, le contrôleur général, le directeur, était parmi nous, je n'ai pas eu le temps de saluer, je m'en excuse auprès de tout, mais sera là. Et si vous voulez poser une question, je pense que ce sera le moment voulu pour poser cette question sur le rôle du service géographique d'armée tel qu'on l'appelait. Voilà. Merci, je ne vote pas en touche, mais je crois que c'est préférable de le poser à 14h10. Une autre question, Eugène. Oui, je voulais dire qu'on a beaucoup parlé des tortures. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu de la part des Français. Moi, j'en ai jamais vu. Personnellement, j'en ai jamais vu. Mais on parle pas de nos amis, les soldats français, dans quel état on les a ramenés. Dans quel état. Même une fois mort, c'est une affreuse. Ça, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Oui. Alors, peut-être. on va se... Si vous voulez bien, je vais...